Bonsoir à cette soirée de la Bibliothèque de l'Alliance israélite universelle et de la médiathèque Baron Edmond Rothschild de l'Alliance. On est très heureux de vous retrouver ce soir pour une soirée un peu exceptionnelle. Exceptionnelle parce que ce n'est pas tous les jours qu'on entend un concert après une présentation de livre. Nous, c'est la première fois qu'on fait ça. Et je crois que ça va le mériter, vous allez comprendre pourquoi. Et parce que nous accueillons ce soir Charles Benaroche. Charles Benaroche, mesdames et messieurs. Merci à vous. Avec l'énorme plaisir pour nous de voir Charles Benaroche retourner dans la maison de son enfance, pratiquement. Et vous allez comprendre pourquoi très vite. Charles Benaroche, c'est un musicien extraordinaire, c'est un batteur, et il a travaillé, on l'évoquera tout au long de la soirée, avec de très nombreux artistes, et il a débuté sa vie au Maroc, à Rabat, et à Rabat, il était scolarisé dans une école de l'Alliance israélite universelle. C'est donc une très bonne raison de plus pour pouvoir l'accueillir ici avec nous. Et donc j'ai proposé, alors donc très rapidement, on va parler un peu, on va évoquer des souvenirs et ce qui est dans son livre. Nous serons accompagnés par Clara Brightman qui va nous faire les lectures des textes du livre de Charles. Alors, je dois vous dire d'abord un mot rapidement sur le livre. Enfin, Charles va nous l'expliquer. Mais donc, il a dit, je ne sais pas pourquoi, peut-être que tu nous diras pourquoi, il a eu envie d'écrire ses mémoires. Et il a fait un texte tout à fait remarquable. Et ce texte, il l'a d'abord auto-édité. Et il a quand même réussi à obtenir un prix, n'est-ce pas? Le prix, il s'appelle comment? Le prix témoignage, n'est-ce pas, de la journée du manuscrit francophone de l'année passée. Donc c'est quand même pas rien. Vous avez quelqu'un ici de primé et d'honoré pour ça aussi. Et donc dans ce livre dont on va parler tout au long de la soirée, il raconte ses souvenirs et ses impressions aussi d'une très longue et très riche carrière. Mais il ne s'interdit pas évidemment de revenir sur son enfance, de revenir sur différents éléments de sa vie. Alors Charles, bienvenue. Bienvenue à toi, bienvenue à vous. Voilà. Et je te propose de faire un petit voyage dans l'espace et dans le temps, et on va retourner à Rabat ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Avec plaisir. Voilà. Alors, on a préparé quelques images. Donc voilà, Charles Benaroche et l'école de l'Alliance. Alors, le jeune homme que vous voyez, ça va, je ne vous gêne pas, déplacez-vous si besoin. Hein. Vieillesse ennemie. Le jeune homme que vous voyez, mais on le reconnaît. Hein. Vous remettez un chapeau et des lunettes noires, et on le reconnaît tout de suite. Orage. Voilà. Et peut-être que Charles, tu peux dire un mot, comment on s'est croisés et comment on en est arrivé à ça? Il faut vous dire que Jean-Claude est un magicien. On a un petit peu parlé, j'ai évoqué ça, l'Alliance israélite, les années 50. Et tout d'un coup, il a gainé mon téléphone portable. Est apparue une photo sur son téléphone de cette époque incroyable. Je pensais que ça n'avait pas existé, que c'était juste imaginaire, mais lui, il avait ça, des photos de ça dans son téléphone. Et voilà. Et donc, pour moi, il restera un magicien. Je pense. Voilà. Ben voilà cette photo-là. Une distribution de vêtements, parce que c'était aussi un des rôles des écoles de l'Alliance. C'était pas seulement l'instruction, mais c'était aussi apporter le bien-être aux enfants par les vêtements, par la nourriture, par la santé, par l'exercice physique. Tout ça était très présent. Et donc là, c'est un montage, les deux angles, les notables et les philanthropes
qui offre des Oui. vêtements. Ces vêtements viennent d'ailleurs peut-être des États-Unis. États-Unis. Hein, oui. Beaucoup beaucoup de dons venaient de la communauté juive américaine. Oui. Le Joint en particulier qui était très, très actif. Et voilà, et dans le public, j'ai mis une grosse flèche pour qu'on ne puisse pas le manquer. Voilà, on le retrouve et c'est comme ça qu'on a renoué ce fil. Bah, écoute, un grand merci pour ce premier voyage. Merci à toi, Jean-Claude. Voilà. Merci à toi. Alors, on va demander à Clara si elle veut bien nous lire quelques extraits donc, du livre de Charles. Charles va évidemment dire quelque chose dont il a très envie, justement autour de cette période de l'enfance et autour de Rabat. Merci, Clara. Je suis née face à l'océan. La Médina et le Medla se trouvaient à quelques mètres de mon école, situés juste derrière les remparts ocre de la vieille ville, jouxtant la tour Hassan, construite sous Yacoub el-Mansour. Avant sa restauration, cet héritage almohade laissé à l'abandon avait servi d'aire de jeu à des générations de gamins. Nous grimpions jusqu'au sommet de son minaret inachevé et, à 44 mètres au-dessus du sol, on jouait à se pousser, à se bousculer, à se faire peur. On driblait au milieu des herbes folles et des orties, entre les colonnades et les énormes blocs de marbre ou de pierre tombés à leurs pieds, avec des arrêts de jeu toutes les 2 minutes pour récupérer une balle perdue au fond des fossés verdoyants. Le temps n'avait aucune prise sur notre mode de vie. En sortant de l'école, je croisais parfois les chameaux d'une caravane installée pour quelques jours au pied des remparts. Toutes sortes de marchands stationnaient là en permanence. Ils installaient des étals sur des charrettes à bras, débordant de pastèques, de figues de Barbarie, de graines de courge, de délicieuses sauterelles grillées, salées et emballées dans un cornet de vieux papier journal, encore toutes saupoudrées de DDT, ce puissant insecticide, aujourd'hui prohibé. Nous avions le même programme scolaire qu'en France. On savait tout sur la Loire, la Seine ou l'embouchure du Rhône. Hélas, rien sur le Bourg-et-Greg, le fleuve dont l'estuaire sépare Rabat de Salé, avant d'aller se jeter dans l'Atlantique, à quelques 200 mètres de là. Rabat, Maroc. Comme tous les jours d'été, entre 14 et 16 heures, notre rue animée et bourdonnante était silencieuse et déserte. Écrasée de chaleur, terrassée par une épidémie de sieste. 1 ou 2 fois par mois, et sans préavis, des ogres mandingues déferlaient dans nos rues, sur nos maisons. Poum, poum, ta, ka, tcha, ta, poum, poum. Le quartier entier arraché à sa moiteur léthargique, réveillé en sursaut, le cœur battant, secoué et vibrant sous la percussion sèche du tam-tam et des crotales. Ils n'étaient que 2 à provoquer un tel tintamarre. 2 bambaras noirs charbon, saroual et gilets brodés, coiffés d'une chéchia prolongée d'un pompon au bout d'une lanière, qu'une rotation continue de la tête faisait tournoyer dans les airs, comme des pales d'hélicoptère. Ils virevoltaient dans la lumière crue, implacable de juillet. Depuis toujours, à la moindre petite faute grave ou insoumission avérée, les adultes menaçaient de nous donner à bouffer aux bambara. La peur au ventre, je courais me planquer derrière une porte. Je les voyais dans l'entrebâillement, à quelques mètres de moi. Ils ondulaient, l'œil blanc, révulsé, en transe. Quoique dissimulé et frissonnant de trouille, je n'en perdais pas une miette. Les carcabous de métal, puissantes, bruyantes, le gros tambour battu à l'aide d'une fine et longue branche taillée en guise de baguette, frappée sur une des faces, jouée à la main sur l'autre. La peau de chèvre tendue à craquer sous le soleil exalté d'une chaude journée d'été marocain. Le cœur battant jusqu'au vertige, mais le corps entier scandant cette métrique en 6/8 qu'on retrouve sous différentes formes en de nombreux points du globe. Un lien indéfectible. Une prise de terre universelle. Les variations, les nuances, la vitesse des cadences, le message et la particularité de chaque pulsation, de chaque imbrication rythmique trouvaient en moi leur transposition émotionnelle. Spontanément, ça me parlait. Je comprenais leur langage. Pourquoi cette connaissance innée ? On appelait à tort ces musiciens itinérants du nom de Bambara, la langue parlée au Mali, car ils n'étaient pas tous maliens.
Il y avait plutôt à Rabat une majorité de Gnawa, dont l'origine se situe plutôt au Sénégal, au Soudan ou au Ghana. Les Bambara cessèrent de me faire peur le jour où j'en croisai un dans la Médina, habillé normalement, en djellaba, et faisant ses courses comme tout un chacun. Il ne mangeait donc pas uniquement du petit vaurien. Ain't I good to you? There's nothing in the world too good for a boy so sweet and true. Gee, baby, ain't I good to you? I got you a fur coat for Christmas, a diamond ring, a big Cadillac car, everything. Oh, what makes me treat you the way that I do? Gee, baby, ain't I good to you? Gee, baby, ain't I good to you? Baby, ain't I good to you? Baby, ain't I good to you? This is just a little samba built upon one single note. Other notes are bound to follow, but the rooting is still this note. Now this new one is a consequence of the ones we've just been through, as I'm bound to be the unavoidable consequence of you. There are so many people who can talk and talk and talk and just say nothing. I have used up all the skills I know, and at the end it comes to nothing or nearly nothing. So I'll come back to this one note, as I must come back to you. I will pour into this one note all the love I feel for you. Now anyone who wants to hold show, polka dots or indigo, they will find themselves with no show. Better sing the note, you know.